Et c'est vraiment un message, je dirais, déculpabilisant pour dire que c'est possible de faire autrement. Et si je reprends mon exemple, en fait, pendant 5-6 ans, j'ai fait sans les réseaux, sans site internet vraiment valable, dans le sens où j'ai vraiment misé sur la rencontre humaine, le fait de sortir et d'aller à la rencontre en vrai, parce que je crois beaucoup en ça. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de l'interview de Charlotte. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire. On y parle de l'envers du décor d'une vie en tiny house ou encore d'oser prendre des chemins de traverse. Et justement, aujourd'hui, Charlotte Farka nous embarque à nouveau sur ses itinéraires buissonniers et fait voler nombre d'injonctions que tout bon entrepreneur a entendues et réentendues. Alors, les réseaux, c'est automatique? Une étude de marché et trouver son persona des passages obligés? Charlotte nous déculpabilise et nous invite à entreprendre différemment, en allant à notre rythme, en écoutant notre intuition et en portant haut nos couleurs, nos valeurs. Nous découvrons aussi la renaissance de son entreprise Rêve Coquelicot et son métier à la croisée du design graphique, du développement personnel, du coaching et de l'art-thérapie. Nous parlerons donc bien entendu de création d'identité visuelle, mais surtout d'ouvrir le champ des possibles. Vous trouverez dans le descriptif de l'épisode toutes les citations inspirantes, mais aussi le récap des conseils de Charlotte. Ton entreprise s'appelle Rêve Coquelicot, mais donc il me semble que cette entreprise Rêve Coquelicot a démarré donc au moment où tu as emménagé dans ta tiny house, c'est bien ça? Mmh. Oui, quasiment au même moment. Enfin, en tout cas, j'étais dans ce tournant aussi professionnel. Ok. Ton entreprise n'a pas toujours porté ce nom-là. Donc, il y a eu, si je comprends bien aussi, pas mal d'évolutions en ces 8 ans d'activité. Oh oui. Et c'est vrai que moi, je serais vraiment intéressée que tu nous en fasses part, parce que en plus, comme tu t'es lancée très jeune, donc tu nous as parlé... entre autres de quand tu étais justement dans la tiny house, de ce côté retrait de la vie, on va dire, plus active du monde, du coup peut-être d'une pointe de solitude. Est-ce que justement être à ton compte tout de suite, est-ce que ça n'a pas aussi poussé ce côté solitaire? Et ce qui est intéressant, c'est que tu parles de cette peur du refus d'être embauché, mais que tu ne parles pas du tout de la peur de ne pas trouver de clients ou d'avoir des refus de clients. Mais peut-être que justement, comme tu t'es lancé, que tu as eu l'audace finalement de te lancer, et ben tu as laissé aussi les choses se faire de façon plutôt fluide et t'as pas eu le temps de te poser la question. Ouais, c'est vrai. J'avais pas vu forcément la question dans ce sens-là. Rappelle-moi la question. C'est vrai qu'il y en a eu 5, je crois, en une. Et le fil de ma pensée m'a fait partir un peu loin. Oui, excuse-moi. Alors, une des questions, c'est le côté peut-être solitude en tant que jeune entrepreneur. C'est vrai que oui, j'étais jeune, j'avais 23 ans, avec cette forme d'insouciance, de légèreté. Est-ce que je me suis sentie seule? Peut-être un peu. En tout cas, au début où j'avais cette appréhension aussi de me montrer, de dire ce que je faisais, de me rendre visible en fait. Je pense que le temps d'un an, je suis restée dans cette coquille, j'étais chez moi, je tâtonnais un petit peu, je savais pas trop quel bout prendre les choses. Et c'est pour ça, s'il y a vraiment un conseil que je peux donner aujourd'hui à des personnes qui se lancent, c'est de bien s'entourer pour pas rester dans cet isolement.
parce qu'on peut vite tourner en rond en fait, hein, très concrètement, et perdre confiance et voilà, enfin tout ce qu'on veut. Et vraiment, pour moi, ce qui a fait la différence, c'est quand je me suis dit, ok, ben maintenant, je décide de m'ouvrir, je décide de me bouger les fesses, hein, très concrètement, d'aller dans des événements, que ce soit voilà des after-work, des petits déj entrepreneurs, des salons, des conférences. Et la chance que j'avais, c'était que sur la métropole lilloise, en effet, l'offre était très grande. Donc j'ai pas eu de mal à trouver. J'ai eu par contre peut-être plus de mal à trouver ce qui me correspondait vraiment. Mais en fait, dans le tout au début, je suis allée un peu partout où ça m'appelait. Mais c'est là que je me suis rendu compte que, en tout cas, les premiers réseaux que je découvrais étaient très masculins. Des hommes, voilà, plutôt la cinquantaine, dans des métiers très différents du mien, tu vois, pas forcément créatifs. Je dis souvent, voilà, un peu le stéréotype du costard-cravate pour voilà, se donner aussi l'air sérieux. Et moi, je me suis aussi prise au jeu, enfin prêtée au jeu, et j'ai voulu rentrer dans ce moule. Enfin, je dis souvent au début, voilà, quand Ah, j'allais dans ce ok. genre de réunion, j'avais mon blazer noir pour avoir l'air crédible et un peu en imposé, quoi, si je peux dire ça comme ça. Et mais voilà, ça a été des expériences en fait de sortir de ma coquille, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, et d'élargir ma zone de confort. Alors un vrai challenge, puisque comme je le disais, j'ai une nature plutôt introvertie. Et en fait, c'est en faisant que j'ai appris, enfin vraiment sur le terrain. S'il y a vraiment aussi une leçon de l'entrepreneuriat que je retiens, c'est on apprend en faisant et en se lançant. Donc le plus dur souvent, c'est de se lancer, faire ce premier pas. Et en même temps, une fois qu'on est dans le bain, il y a des choses qui arrivent de manière plus fluide et plus naturelle. Et voilà, c'est comme une forme d'exercice qu'on se donne, plus on va le faire et plus ça va être facile. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que a commencé aussi le bouche à oreille. Euh, Après, moi, j'ai eu mon premier client grâce en fait à mon compagnon qui était dans une association de tourisme social et qui m'a dit, bah écoute, on est en train de refaire faire l'identité, mais le graphiste avec lequel on travaille nous satisfait pas trop. Enfin, ce qu'il nous propose ne correspond pas vraiment à nos attentes. Et en fait, j'y suis allée un peu au culot. Un jour, je me suis pointée, j'ai dit, bah écoutez, si vous voulez, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Et c'est comme ça en fait que j'ai décroché mon premier projet, donc vraiment création de A à Z d'une identité visuelle, avec création de tout leur support de communication. Mais ça a été bien 6 mois après, on va dire, la création de mon statut. Ok, bah tu soulèves plein de points super intéressants, je trouve. Déjà le fait aussi, par exemple, de s'autoriser le fait que ça prenne du temps au début, c'est normal aussi. Et puis ça veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais il y a un rythme aussi pour l'entreprise. Après, là, c'est là qu'on voit aussi en quelques années combien la sphère entrepreneuriale a changé, parce que actuellement les réseaux féminins d'entrepreneuses, il y en a de plus en plus, et c'est même sur les premiers, à mon avis, qu'on tombe quand on cherche dans les grandes villes des réseaux. Donc c'est là qu'on voit combien la société évolue en très peu de temps. Donc c'est Ouais. magnifique. Ça Je sais pas si toi évolue. tu as vu la différence. Oui, je pense que ça évolue. Et en fait, si tu veux, à l'époque, je ne m'étais même pas posé la question si des réseaux féminins existaient. Euh, et non pas que voilà, je ne tiens qu'à être entre femmes ou à ne travailler que pour des femmes. Enfin, c'est pas du tout là mon propos. C'est plus l'idée. Je pense qu'à l'époque, j'aurais besoin d'avoir quand même un modèle ou des modèles d'entrepreneuriat féminin, parce que je pense que on peut avoir une autre approche. Enfin, en tout cas, en tant que personne sensible, c'est plus ça que je veux dire, sensible et intuitive, parce que pour ma part, je n'ai jamais réussi non plus à rentrer dans les cases, tu vois, de créer un business plan, de faire une étude de marché. Et ça, c'est quand même un peu le modèle qui est le plus courant et dans lequel, voilà, on tient à nous apprendre, enfin un peu voilà comme étant les règles de base pour se lancer. Mais moi, encore une fois, voilà, école buissonnière, j'ai jamais réussi à faire tout ça. Et pour autant, je m'en sors quand même. Donc, je pense qu'on peut entreprendre différemment, à notre rythme.
Donc après, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai besoin de temps pour faire les choses dans la vie en général. Besoin, je le dis souvent, d'infuser, voilà, peut-être de mois à mois. Par contre, je sais que quand c'est le moment, quand ça sort, bah voilà, c'est là, je suis sûre, et ça file tout seul. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Je sais que des fois, à laisser filer le temps, je peux être frustrée ou repousser ce moment où je passe à l'action parce que j'attends que ce soit parfait ou autre. Enfin voilà, aujourd'hui, j'essaye aussi de me nuancer dans mon propre rythme, mais en étant au maximum dans ce respect, voilà, de mon écologie aussi intérieure et de ce qui me correspond moi. Et c'est pas toujours facile, hein, enfin, dans un monde justement où tout va très vite, où on nous invite au voilà toujours plus. C'est l'impression d'être un peu à contre-courant parfois. Et ça fait du bien de rencontrer des gens qui me ressemblent et qui ont cette même sensibilité. Oui, tout à fait. Et je te remercie tellement d'évoquer ces sujets-là parce que, comme tu viens de le souligner, il y a énormément d'injonctions aussi dans toute la sphère entrepreneuriale. Donc, pour réussir, il faut faire un business plan. Pour réussir, il faut être rapide, efficace, tu vois, ce genre de choses. Et ça, j'ai vraiment envie de creuser justement avec toi parce que, entre autres, une des grandes injonctions qu'il y a, je trouve, actuellement, et j'entends autour de moi énormément d'entrepreneurs qui se lancent, qui me disent j'aime pas du tout les réseaux sociaux, mais il faut que j'y aille, mais j'ai pas envie, ça me saoule, mais bon, il faut. Et en fait, toi, tu es vraiment passé, tu as fait tu as pris à nouveau une de ces voies buissonnières dont tu parles, et je trouve ça magnifique que tu nous illustres que c'est possible en fait. T'as fait le choix de pas passer par là, et ça a marché. Ouais. Et c'est vraiment un message, je pense, je dirais déculpabilisant, mais pour dire que c'est possible de faire autrement. Et si je reprends mon exemple, en fait, pendant 5-6 ans, j'ai fait sans les réseaux, sans site internet vraiment valable, dans le sens où j'ai vraiment misé sur la rencontre humaine, le fait de sortir et d'aller à la rencontre en vrai, parce que je crois beaucoup en ça. Après, là où j'ai mis de l'eau dans mon vin, justement, c'est dès lors que je suis allée m'installer à la campagne, où je me suis rendu compte, aujourd'hui, j'ai plus forcément ces opportunités-là. Et j'ai tout de même envie, de rayonner, de me rendre visible et de toucher des personnes, peut-être même ailleurs en France, qui auraient besoin de moi pour les accompagner. Et c'est en ça que j'ai choisi de me lancer sur LinkedIn. Alors pareil, un réseau sur lequel on m'attendait pas forcément, parce que souvent on me demande, t'es pas sur Insta? Pourtant, t'es dans le visuel, ça marcherait super bien, tu fais des choses jolies, donc ça pourrait marcher. Donc non, je ne suis toujours pas sur Insta. Et sur LinkedIn, si je peux étayer un petit peu mon choix, c'est vraiment le fait, déjà, encore une fois, de montrer qu'on peut diffuser des contenus créatifs aussi sur cette plateforme-là qui, pour certains, est encore l'image de c'est juste un réseau pour poster son CV. Aujourd'hui, je pense que c'est bien plus que ça. Et ça permet aussi de laisser plus de place aux mots. Justement, ce plaisir que j'ai redécouvert d'écrire, de m'exprimer, de créer l'émotion par les mots, au-delà de l'image. Parce que oui, en fait, l'image, c'est mon métier, et en même temps, je me rends compte que ma sensibilité, elle s'exprime de plein d'autres manières. Et le fait que ça dure plus dans le temps, à mon sens. En fait, sur LinkedIn, je constate que des posts suscitent encore des réactions, peut-être 1 semaine, 2 semaines après que je les ai postés. Et c'est ça qui m'intéresse aussi vraiment, de créer des interactions, pas juste de poster pour poster, mais c'est aussi en ça que je pense que j'ai fédéré ma communauté, c'est de lancer des échanges, d'être dans ce partage-là, aussi peut-être plus sensible, et le fait que ça s'inscrive dans une temporalité. Ça, pour moi, c'est vraiment important, de pas être, encore une fois, dans du contenu qu'on consomme à volo, et on scrolle jusqu'à ne plus en pouvoir. Donc voilà, un petit peu mon choix, et aujourd'hui, c'est pas que je ferme complètement la porte à Instagram, par exemple, mais je sens que c'est pas juste pour moi. Parce que j'ai un peu aussi ce qu'on appelle le syndrome du FOMO, donc fear of missing out, la peur de rater quelque chose, et je sais que je peux vite tomber dans ce piège-là, en fait, d'être accro. Donc je connais aussi un petit peu mes propres faiblesses, je veux dire ça comme ça, mais dans le sens où je pense que c'est aussi pour me protéger moi quelque part,
que je fais ce choix-là. Et encore une fois, je dis pas que ça n'évoluera pas parce que, comme on le dit depuis le début, tout est en mouvement, tout est vivant et tout peut changer aussi. Ouais, c'est super qu'on souligne tout ça parce que là tu fais briser en éclats, je trouve vraiment plein d'injonctions. Et une autre d'entre elles à laquelle je pense là, c'est justement la cible. Parce que bon, j'imagine que toi ça a évolué justement au fil des années, puis on va venir après à Rêve Coquelicot. Mais pareil, je pense que c'était sur LinkedIn où j'avais lu un de tes textes où tu disais que tu n'avais jamais réussi à créer de persona. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un persona, est-ce que tu peux nous décrire en 2 mots ce que c'est et ce que ça implique de créer son persona? Ouais. Du coup, le persona, de ce que j'en ai compris, c'est le fait de dresser en fait le portrait de son client ou sa cliente idéale dans ses goûts, ses modes de vie, ce qu'elle entend autour d'elle, cette personne, pour ensuite savoir comment l'atteindre, enfin où la trouver, comment rentrer en contact avec elle. Mais tout ça en fait se base, à mon sens, beaucoup sur de la théorie, en fait des projections qu'on va faire, parce que ce persona en fait c'est une personne imaginaire à laquelle on attribue différents critères, caractéristiques. Et pour moi, en fait, je crois que c'était trop abstrait. Et tant que j'avais pas l'expérience sur le terrain, en fait, je n'arrivais pas du tout à faire ces projections-là. Et c'est peut-être, encore une fois, j'ai pris les choses à l'envers, hein, je ne sais pas, c'est tendance à être à contre-courant. Mais c'est plutôt au début, je me suis dit, en gros, je vais prendre un peu tous les projets qui viennent à moi, travailler avec toutes les personnes qui se présentent sur ma route. Et je verrai. Et j'avais aussi cette croyance au début que, en fait, plus j'allais cibler et me restreindre, et au plus ça allait me fermer des portes quelque part. Voilà, encore une fois, une peur peut-être de se dire, oui, si je m'adresse qu'à une cible particulière, je vais attirer moins de monde. En fait, aujourd'hui, j'ai compris que c'était complètement l'inverse, mais je l'ai compris parce que je l'ai vécu moi-même. Et parce que, au fil de mes expériences, j'ai travaillé pour des projets ou des personnes avec qui, j'étais pas forcément en phase, que ce soit en termes de valeur, que ce soit en termes de rythme. Typiquement aujourd'hui, dès que je vois le mot urgent, c'est non. C'est des choses que je n'accepte plus. Pareil, en termes de valeur, en fait, je pense que j'ai besoin de mieux me connaître déjà personnellement pour savoir véritablement quel projet j'avais envie de servir et quelle personne j'avais envie de mettre en lumière aussi. Quand je parle de valeurs, pour moi, c'est des valeurs de partage, des valeurs de confiance, de sensibilité, de respect, de liberté aussi. Je parlais d'indépendance. Pour moi, la liberté, c'est aussi très important. Et ça, je l'ai compris vraiment au fil du temps. Maintenant, ça s'est fait assez naturellement. Dans la renaissance de mon entreprise, je l'appelle vraiment comme ça, cette transition avec justement la naissance de Rêve Coquelicot, je me suis d'abord concentrée sur, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, quelle est ma vision, quel est l'univers aussi que je veux déployer pour mon entreprise, et assez naturellement, j'ai mis en avant mon côté très coloré, mon côté sensible, je pense poétique aussi. Et de fil en aiguille, j'attire aujourd'hui des personnes qui sont sensibles à ma propre sensibilité, qui ont cette part aussi intuitive qui est assez développée, qui sont ouvertes à la co-création, qui veulent vraiment s'impliquer dans le processus. Et si je fais le constat, aujourd'hui ce sont beaucoup de femmes qui viennent à moi, beaucoup de femmes qui sont en reconversion pour le coup, qui ont eu une première vie professionnelle dans laquelle elles ne trouvaient plus forcément de sens, ou elles sont allées jusqu'au burn-out pour beaucoup d'entre elles, donc dans cette forme d'épuisement au travail, et qui aujourd'hui construisent un projet entrepreneurial qui leur ressemble, ce que j'appelle moi leur projet de cœur, et elles veulent mettre toutes les chances de leur côté pour mener à bien ce projet, le concrétiser, et oser se révéler elles-mêmes au travers de ce projet. Donc tu vois, mon persona aujourd'hui, si je peux le décrire, ce serait un peu ça. Et en même temps, encore une fois, c'est pas du tout dans l'idée de construire de nouvelles cases. C'est plus une forme de tendance que j'observe aujourd'hui, même dans les métiers des femmes que j'attire. Beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement, donc que ce soit du coaching, dans les domaines du bien-être, des thérapeutes, d'autres créatives aussi, qui ont besoin d'un regard extérieur pour
réveiller, nourrir leur propre créativité. Et voilà, ça me va bien. Ça me va bien parce que c'est des personnes souvent qui me ressemblent. Enfin voilà, comme toi, je sais qu'on a plein de connexions depuis le départ qui font que la co-création a été d'autant plus fluide et d'autant plus riche. Et il n'y a pas de recette miracle en fait. Ce que je partage là, enfin peut-être ne fonctionnera pas pour une autre personne parce que tout ça part vraiment de ma personnalité à moi et de mes besoins. Et c'est ça qui est voilà délicat aussi, je trouve, dès lors que on suit peut-être des entrepreneurs sur les réseaux ou autres. Enfin, on a tendance à se comparer et à se dire ok bah si ça marche pour elle ou pour lui, je vais faire pareil et ça marchera. Bah, malheureusement non, ce serait trop simple. Ou en tout cas ça se saurait s'il y avait cette recette miracle. Donc ouais, c'est vraiment être à l'écoute de soi, de sa part intuitive. Alors bien sûr, je pense qu'il y a aussi une part de stratégie à avoir dans l'entrepreneuriat, parce que être entrepreneur, ça veut dire aussi générer de l'argent pour son entreprise et la rendre pérenne. Donc il y a vraiment cette vocation-là. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mon entreprise, c'est pas mon loisir, quoi. C'est pas mon passe-temps. C'est pas parce que c'est ma passion que voilà, je peux faire des choses gratuitement ou que je fais ça à mes heures perdues. C'est vraiment voilà le cœur de ma vie finalement et mon entreprise. Enfin vraiment, c'est indissociable, quoi. Et justement, parlons de Rêve Coquelicot. Pourquoi ce choix de Rêve Coquelicot? Parce que c'est vrai que c'est pas un nom évocateur pour ce que tu fais concrètement derrière. Alors je pense que ça rejoint mon approche de dire qu'en fait mon nom, je ne voulais pas forcément qu'il traduise mon activité. Parce que pour moi, c'était trop réducteur. En fait, j'avais vraiment cette envie d'ouvrir le champ des possibles et, je sais pas, d'inviter à l'imaginaire, de laisser se profiler en fait l'expérience que mes futurs clients et clientes allaient vivre avec moi. Après, je peux te raconter aussi la genèse de ce nom parce que je pense que tu es curieuse de connaître les coulisses. Ah bah oui. Ça a vraiment fait partie d'un processus où déjà, en fait, à ce moment-là, j'ai eu ce besoin de me faire accompagner par des personnes que j'avais choisies. C'est-à-dire des personnes, encore une fois, qui partagent mes valeurs, qui me ressemblent et qui m'aident vraiment à révéler ma singularité. Ça a été vraiment pour moi un élément déclencheur dans cette renaissance d'entreprise. Donc je me suis fait accompagner par plusieurs amis entrepreneurs qui faisaient déjà partie de mon réseau proche, et notamment lors d'un atelier de co-création où deux d'entre elles, donc que je vais nommer parce que ça me tient à cœur, donc Dorothée et Mathilde, m'ont concocté en fait un atelier de co-création pour faire émerger ce nouveau nom autour de ma nouvelle vision. Et ça a vraiment été un moment d'émulation très très riche. Plein de choses ont émergé et c'est vraiment dans la nuit qui a suivi cet atelier-là que j'ai eu la révélation. En fait, Rêve Coquelicot m'est apparu comme dans un rêve, en fait. Et je voyais, enfin, il y a l'image du coquelicot qui m'est venue instantanément. Et si je peux donner, en fait, pourquoi ce choix, c'est vraiment une fleur qui a énormément de symbolique par rapport à mon histoire. Et ça remonte encore une fois à l'enfance. C'est pour ça que je dis tout est lié, il n'y a pas de hasard. Pour moi, tu vois, c'est l'insouciance de l'enfance, c'est le côté a priori éphémère, fragile de la fleur, mais qui revêt une force pourtant puissante parce qu'elle a une couleur flamboyante. Enfin voilà, le rouge coquelicot, tu le vois dans les champs, tu le vois à des kilomètres, et c'est magnifique. Pour moi, il y a vraiment cette couleur, c'est la couleur du feu, de la passion. Il faut savoir que c'est une fleur qui se ressème à l'infini. C'est la fleur d'ailleurs du souvenir, notamment pour les Anglais, liée, je crois, à la Première Guerre mondiale. Petite parenthèse. Mais pour moi, c'est vraiment le symbole, voilà, de la résilience, de la renaissance, comme le phénix en fait qui renaît de ses cendres. Et pourquoi le rêve? Ça, c'est venu en plusieurs temps. Au début, j'avais plutôt, tu vois, atelier coquelicot, maison coquelicot qui m'était venu dans cette association de mots. Et je me suis dit, encore une fois, c'est trop, tu vois, c'est trop petit, c'est trop. Et pourtant, je disais que quand j'étais petite, j'avais pas de rêve. Et en fait, il y a le mot rêve qui m'est apparu en me disant, ok, en fait, ce que je construis aujourd'hui, c'est quelque chose de plus grand que moi. C'est quelque chose dans lequel je veux embarquer en fait dans mon aventure des personnes qui me ressemblent, et je veux contribuer aussi à un monde différent, tu vois, un nouveau monde, enfin pour reprendre aussi
le titre de ton podcast, que j'appelle moi un monde créatif, libre, haut en couleurs. Ça c'est vraiment, je pense, ma mission aujourd'hui. Et quelque part, le rêve, les rêves, c'est ce qui nous guide aussi. Et un rêve qui s'est dessiné pour moi, c'est vraiment de créer un lieu de vie ressource qui soit propice aux rencontres, à la créativité, forme de tiers-lieu, qui réunissent le côté, je sais pas, boutique, salon de thé, atelier, lieu d'inspiration. Enfin voilà, ça c'est mon rêve, c'est ma vision. Et je pense que je suis sur ce chemin-là. Donc ça prend le temps que ça prend. Et pour autant, j'ai vraiment ce but ultime que j'ai en ligne de mire et que j'espère concrétiser un jour. Magnifique. Je te le souhaite parce que je pense que ça pourrait être un lieu vraiment sublime. Et j'ai envie de rebondir sur plein de choses. Peut-être ce qui me vient en premier, c'est que ça fait partie des messages forts, je trouve, que tu transmets aux personnes que tu accompagnes, ce côté ouvrir le champ des possibles, que ce soit en termes de choix de logo, que ce soit en termes de choix de nom d'entreprise. Pourquoi réduire tout ça à une activité? Donc tu m'avais donné l'exemple, pourquoi est-ce qu'un photographe devrait mettre un appareil photo sur son logo? Parce que peut-être que au fur et à mesure des années, il aura aussi envie de faire bien d'autres choses, et peut-être que ça va devenir beaucoup plus grand que juste prendre des photos, et ça m'a beaucoup travaillé et c'est ce que tu viens d'exposer pour toi, et c'est dans la continuité aussi de parce que le choix que tu as fait pour te décrire. Donc je relis, et c'est ce que tu as dit au tout début pour te présenter, que tu es créatrice d'univers sensibles et tisseuse de liens émotionnels. Alors c'est vrai qu'on se dit ça veut dire quoi? Quel est le lien? Et en même temps, ça éveille la curiosité, et ça en dit long aussi sur ce côté, comme tu le dis, poétique et coloré qui te caractérise. Est-ce que tu voudrais nous dire ce que tu mets derrière ces mots? Ouais. Déjà, ça m'est venu parce que aujourd'hui, le terme designer graphique, qui est issu de mes études, en fait, m'enfermait trop dans la technique, dans l'outil, comme l'appareil photo du photographe. Et aujourd'hui, je ne me définis pas que par ça. Et en soi, de trouver cet intitulé, donc ça a demandé du temps, mais c'est vraiment comme si j'ai créé aujourd'hui un métier à mon image et sur mesure, à la croisée de différentes sphères. Enfin, j'aime beaucoup aussi cette image, tu vois, de kaléidoscope multifacette, où je me dis, aujourd'hui, mon métier, c'est à la croisée, oui, du design graphique, mais aussi du développement personnel, du coaching, de l'art-thérapie. Tu l'as vécu aussi de l'intérieur, Oui, et je pense oui, que, tout à fait. je serais curieuse de savoir aussi ce que tu retires de cette expérience. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, mettre ça en avant, de dire, oui, je suis nourrie de plein de passions, de plein de mes savoir-faire et savoir-être aussi. Et pourquoi créatrice d'univers sensible ou inspirationnel, je dis aussi, c'est vraiment, déjà créatrice, à ce côté créé, qui est essentiel pour moi. Je parle d'univers parce que aujourd'hui, certes, je crée des logos, des identités visuelles, mais pour moi, un univers, ça va bien au-delà. C'est vraiment l'expérience aussi dans laquelle tu embarques ta communauté, et ça passe pour moi par les 5 sens. Ça peut passer par les mots, mais ça peut passer par, on parlait des couleurs, les matières, notamment quand je crée des supports de communication, que moi j'appelle les supports d'expression. Moi j'aime le côté tangible, palpable, ce qui est dans la matière. Donc ça va être le choix des papiers, ça va être le choix des finitions aussi, qui permettent vraiment de te démarquer et de révéler toi, ta propre essence. Donc sensible pour ce côté aussi sensoriel et qui fait appel à l'émotion. Inspirationnel parce que je pense que on a ce pouvoir d'inspirer en fait autour de nous par nos actions, par nos choix. Et je pense que faire le choix de l'entrepreneuriat, c'est déjà avoir cette mission d'inspirer. Et c'est une grande mission, hein, mine de rien. Ouais. Mais c'est aussi comme ça qu'on attire à soi les bonnes personnes. En fait, au plus, je pense, on se révèle personnellement dans qui on est vraiment, au plus on va toucher les bonnes personnes. Ça, c'est vraiment important pour moi de le souligner. Et tisseuse de liens émotionnels, là encore une fois, chacune peut y deviner ce qu'il a envie. Mais tisseuse, je reviens à l'idée de fil dont je parlais tout à l'heure. Enfin, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la matière, quelque chose qui prend du temps aussi. Tisser, c'est quelque chose de méticuleux, de très minutieux.
Et voilà, le lien, c'est toutes ces rencontres en fait que moi je fais au cours de mon aventure, parce que en fait, c'est aussi les rencontres qui me nourrissent, qui me construisent. Et émotionnelles, bah voilà, les émotions, je pense que on est toutes et tous pétris d'émotions. C'est aujourd'hui apprendre à les accueillir, à oser aussi les montrer. Et quelque part, dans mon travail, c'est ça, en fait, tout l'univers qu'on co-crée ensemble, c'est justement pour susciter l'émotion et toucher dans le sens, ouais, toucher les cœurs, en fait. Donc voilà, beaucoup de mots, mais c'était pour essayer de traduire toute cette arborescence de valeurs, quoi. Et après, je vais te demander justement que tu nous décrives un peu plus concrètement comment tes accompagnements. Mais je peux témoigner. C'est vrai que c'est allé bien au-delà de que ce que je pensais. En fait, finalement, tu m'as challengé ou ça m'a challengé sur tellement de points. Mais vraiment, c'est hyper vaste hein, finalement, c'est-à-dire que ce soit au niveau émotionnel, parce que ça a fait remonter des peurs, ça a fait sur le plan financier ou sur le plan de la visibilité de soi, en fait, du fait justement de s'autoriser à se présenter tel que l'on est, c'est-à-dire de vraiment s'assumer pleinement, assumer, comme tu le dis, ses valeurs, ses convictions, sa couleur, en fait, finalement, Oui. ça... Et ça a vraiment pas été simple et je ne pensais pas que en quelques séances, tu vois, avec toi, je puisse être poussée autant finalement de façon extrêmement douce, hein, mais dans mes retranchements parce que je voyais que je continuais finalement à vouloir un petit peu filer en douce de côté et que il y avait Tu n'es pas la seule, ne t'en fais pas, mais... Ah ouais. Mais c'est fou hein, parce que c'est vrai qu'il y a ça réveille énormément de peur en fait. Donc ça réveille aussi d'autres émotions hein, telles que la joie, le sentiment de connexion et puis presque de soulagement aussi de se rendre compte qu'on peut mettre en couleur ou en mots ce qu'on a envie de transmettre ou ce qui nous correspond le plus. Donc oui, c'est très très global en fait, presque je dirais holistique finalement comme approche et ça m'a touchée. C'est vrai que j'ai hâte de montrer au monde en tout cas sur les réseaux le résultat de ce qu'on a co-créé parce que du coup c'est ça aussi vraiment toi un de tes mots-clés, c'est la co-création et je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai que c'est véritablement de la co-création et c'est magnifique à vivre comme expérience. Donc merci, mais du coup je vais te laisser peut-être toi-même expliquer ce processus, ces différents accompagnements que tu proposes en quelques phrases, hein, et peut-être en insistant aussi sur le côté co-création qui est peut-être un petit peu flou, je pense, si on n'a pas testé. Mais c'est ça, et en fait, tu soulèves un point qui aujourd'hui, moi, me freine un petit peu, qui est en fait, toutes mes clientes me disent c'est génial, mais en fait, on comprend ce qu'on vit qu'une fois qu'on l'a vécu avec toi. Donc très bien, tant mieux. Et pour autant, aujourd'hui, mon questionnement, c'est vraiment comment poser les mots justes ou que montrer, que partager pour en fait dévoiler toute cette richesse de mes accompagnements. Même si, bien évidemment, en fait, moi-même, je me laisse surprendre parce que j'ai beau avoir créé ce processus, en fait, c'est la porte ouverte aussi à des choses auxquelles moi-même je ne m'attends pas. Donc, c'est ça qui peut paraître flou. Et vraiment, pour moi, la co-création, c'est l'idée de faire ensemble parce que ton identité, finalement, elle part et elle parle de toi d'ailleurs, et que j'ai besoin de toi, en fait, pour faire émerger ce que j'appelle moi les pépites de ta personnalité, de ton histoire, que ce soit tes valeurs, ta philosophie, enfin vraiment le message que tu veux transmettre au monde. En fait, pour ça, moi, j'ai besoin de toi. Et j'avais vraiment envie de te rendre actrice et de t'inclure dans ce cheminement-là. Parce qu'en effet, au-delà du résultat, je pense que ça te permet vraiment d'évoluer, même dans tes réflexions, dans tes choix et dans l'affirmation de toi. Tu parlais de porter ses couleurs. Moi, en fait, c'est une invitation que je donne souvent de porter haut ses couleurs. En fait, il y a plusieurs sens cachés et c'est porter haut ses valeurs. Donc, c'est les couleurs, oui, sur soi, porter ses couleurs en vêtements, dans sa communication. Mais c'est, en fait, tes couleurs, c'est tes valeurs. C'est en fait vraiment ce qui te définit.
Et mon processus de co-création, pareil, il a mis plusieurs années à émerger en fait. À la base, moi quand je me suis lancée, j'appliquais un peu à la lettre voilà la méthode que j'avais apprise à l'école, qui est tu m'envoies un brief, je t'envoie 3 propositions de logo, t'en choisis une, tout ça on se fait par échange de mails, et puis voilà, je fais quelques ajustements, je te livre le résultat et basta. Sauf que évidemment, moi à un moment donné, ça ne me correspondait plus. En tout cas, je sentais comme une forme de frustration, et ça menait parfois à des formes d'incompréhension. Et je vais le dire, à mes débuts, il y a des fois où clairement les personnes pour qui je travaillais n'étaient pas satisfaites en fait de ce que je proposais, parce que on s'était mal compris sur un mot, parce que en fait on n'entendait pas forcément ça derrière telle ou telle image. Et c'est comme ça qu'au petit à petit, voilà, dans cette renaissance d'entreprise, j'ai dessiné ce processus. Donc aujourd'hui, autour de 3 offres. Donc l'offre miroir, comme tu as pu la vivre, c'est vraiment l'optimisation d'un logo qui est déjà existant ou en cours, en une identité visuelle qui soit vraiment cohérente et alignée avec ton projet. Et pour autant, dans cette optimisation, on est venu quand même amener de la co-création, parce que il y a eu ce premier atelier, souviens-toi, où j'ai amené voilà tes inspirations, des couleurs, mon jeu de cette famille typographique. Il y a vraiment cette dimension ludique aussi pour rendre accessible des notions, voilà, aux personnes qui sont pas du domaine. L'idée étant bien sûr de faire appel à ton intuition à ce moment-là. Et dès lors, comme tu l'as dit, tu parlais de séances. Pendant ces temps-là, en fait, il y a plein de choses qui se passent où je viens te challenger, comme tu dis, sur des questionnements. Finalement, le logo, l'identité sont un prétexte pour moi à aborder plein d'autres sujets sur ta posture entrepreneuriale, sur la confiance en toi, sur cette audace que tu as de te révéler. Et il y a d'ailleurs une phrase que j'avais retenue d'un de nos échanges où tu m'avais dit voilà, tu es en train de m'aider à concrétiser mon rêve. Et je me suis dit, waouh, quoi. Enfin, je trouvais ça tellement puissant. Et tu vois, ça rejoint un rêve coquelicot. Et je me dis, ouais, ok, c'est ça, en fait, que je suis en train de faire. Et ça, j'en avais pas forcément conscience seule. C'est par tous les témoignages que je récolte, justement, de mes clientes, que je me dis, ok, en fait, ouais, c'est ça que je suis en train de réaliser. J'en avais pas conscience et j'avais pas confiance, je pense aussi assez dans tout ça pour oser l'exprimer. Ça vient petit à petit. Et donc voilà, là je parlais de miroir. Après il y a l'offre luminescence où là on est vraiment sur de la co-création de A à Z, et qui commence notamment par un atelier de co-création que j'appelle souffle créatif, où là on va vraiment chercher avec mon outil de portrait sensoriel notamment toutes ces pépites en fait qui te définissent et qui méritent de transparaître au travers de ton univers. Donc voilà, si tu étais une texture, si tu étais une odeur, enfin des questions qui paraissent comme ça très anodines et très enfantines, et qui pour autant font émerger des choses profondes. Donc voilà, j'irai pas forcément plus dans le détail de toutes mes offres. La troisième étant kaléidoscope. Je laisserai les personnes peut-être découvrir par elles-mêmes sur mon site internet. Mais en tout cas, le fil conducteur de ma démarche, c'est bien ça. C'est la co-création, c'est d'y aller pas à pas et d'inviter vraiment à porter haut ses couleurs et ses multifacettes. Et du coup, je rajouterais un mot-clé que tu as dit, qui est le mot intuition. Finalement, tu invites aussi vraiment à je sais pas comment l'exprimer, mais à dévoiler un petit peu plus ce côté intuitif. Et ça, je pense que il y a peu de personnes qui travaillent dans le même domaine que toi, ou peut-être qu'il y en a de plus en plus, mais qui invitent vraiment à ça, alors qu'en fait c'est essentiel. Je sais pas si toi au début tu l'avais mis aussi comme un peu un pilier ou pas, ou si là aussi il y a une évolution. Alors au début pas du tout, puisque moi-même je n'avais pas conscience en fait que j'avais cette forme de super pouvoir. Enfin aujourd'hui je le qualifie vraiment comme ça, parce qu'encore une fois je pense que c'est le résultat d'une forme d'introspection, enfin d'un cheminement personnel qui fait qu'aujourd'hui je suis davantage connectée à mon intuition. Et je me rends compte en fait de tous les bienfaits que ça a dans ma vie, dans mon quotidien et dans mes choix professionnels. Et pour moi, c'est une façon aussi de me détacher un peu du mental, de ce côté raison. Je suis quelqu'un qui pense tout le temps, qui me pose 1001 questions, et c'est fatigant des fois. Et l'intuition, c'est quelque chose, en fait, je pense, qui part du cœur, qui a pas forcément d'explication, mais je sens que c'est ça, je sens que c'est juste, et je me dis, voilà, ça mérite d'être écouté. Et c'est pour ça que je lance cette invitation aussi dans mes accompagnements,
Là où justement, dans le domaine de la communication, voilà, c'est aussi très relié à des notions de stratégie, de marketing, de publicité, des notions dans lesquelles moi je me retrouve pas du tout. Donc, encore une fois, c'est sans doute une question d'équilibre à trouver entre stratégie et intuition. Je pense que voilà, les deux peuvent très bien cohabiter. Et pour autant, l'intuition, ouais, c'est quelque chose de très précieux et qui mérite d'être écouté. Et encore une fois, c'est, je pense, une forme d'exercice, enfin, entre écouter son intuition aussi et après oser la suivre et oser l'affirmer, c'est encore des pas supplémentaires, je me rends compte. Mais pour moi, c'est voilà, c'est le sixième sens indéniable, au-delà des cinq sens qu'on connaît. Ah oui. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils pour réussir à écouter un peu plus cette intuition? Et aussi, je voulais te demander par rapport à la créativité. Alors, je sais pas si toi tu les relis ou pas, mais il me semble que tu fais des ateliers sur la créativité également. Ok. Et voilà, c'était aussi une des questions que je voulais te poser, c'est si tu avais des conseils pareils pour seul chez soi pour développer un peu plus cette créativité. Donc intuition, créativité, je sais pas si tu les associes, si tu les sépares. Ouais, si, pour si moi, tu as des conseils, on est preneur. Les deux sont vraiment liés. Je parle même au-delà de la créativité de pouvoir créateur, et je parlais de l'intuition comme étant un super pouvoir. Enfin, je pense que les deux clairement sont liés. Après, est-ce que j'ai des conseils? Encore une fois, pas de recette magique, désolée. Mais je dirais être à l'écoute de soi. Et ça passe par quoi concrètement? C'est déjà se laisser de l'espace-temps pour être à l'écoute. Parce que justement, dans une société, dans un monde où tout va vite, où on a très peu de répit, en fait, on a des sursollicitations, que ce soit visuelles, auditives, enfin que sais-je, on est très sursollicité. Enfin, en tout cas, moi je le ressens comme ça. Et c'est s'autoriser à prendre des pauses en fait de rien, mais qui sont peut-être des pauses de tout. Et c'est pas facile, hein. Je dis ça, je pense que c'est aussi un conseil que je me donne à moi-même par la même occasion. Des temps où juste rien n'est planifié, prend le temps juste de respirer, en fait, juste ça, se connecter à sa respiration, se connecter à soi, à son corps, à ses cinq sens, être à l'écoute. Ouais, voilà pour l'intuition. Et l'intuition, après, c'est un peu cette forme de petite voix intérieure. C'est quelque chose de corporel, je pense. Enfin, tu vois, émotionnel et corporel. L'intuition, c'est un truc qui s'explique pas, mais tu ressens dans ton corps. Soit tu vas avoir une contraction pour dire, ok, là non, j'y vais pas, c'est pas pour moi. Ou bien une forme d'ouverture, tu vois, de rayonnement. Enfin, ça peut paraître assez abstrait quand là je le raconte. Mais en fait, je pense que plus on s'observe et plus on ressent dans son corps ce genre de sensation. Et je pense que, je dis souvent, voilà, nos premières intuitions, nos premières impressions sont souvent les bonnes. Quand on a tendance, voilà, à vouloir tout rationaliser, se poser mille questions, c'est, voilà, oser suivre ça. Et par rapport à la créativité, en fait, c'est le même constat. Je sais que moi, pour ma propre créativité, c'est m'accorder des temps pour la nourrir, la cultiver. Donc ça peut être justement par l'observation. Enfin, je parlais de balade en nature. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la nature parce que en fait tout existe déjà dans la nature. Je crois qu'on n'invente rien, que ce soit dans les formes, dans les couleurs, dans les matières. Enfin, dans comment aussi le vivant, je sais pas, s'auto-guérit. Enfin voilà, il y a vraiment des choses très sages là-dedans. Et encore une fois, voilà, se laisser des espaces-temps parce que je sais qu'aujourd'hui, moi c'est un des problèmes que je rencontre là de manière très récente, c'est que en fait, à mettre ma créativité au service de l'autre, donc dans mes accompagnements, ma propre créativité en fait finit par se tarir et s'éteindre. Là où je parlais justement que depuis toute petite, j'aimais créer de mes mains, pour moi c'est vraiment voilà quelque chose qui me nourrit. Là ces derniers mois, voire ces dernières années, je m'accorde beaucoup moins de temps pour ça. Et c'est ce qui mène à des formes d'épuisement aussi. Donc je me mets ce point de vigilance aussi de m'accorder ces temps. J'en parlais justement à des amis récemment et en me disant aujourd'hui en fait j'aurais presque besoin, tu sais, comme des psychologues ou des coachs, d'avoir une forme de supervision créative, c'est-à-dire aller consulter quelqu'un ou participer moi-même à des ateliers au-delà d'en animer pour régénérer en fait voilà ce pouvoir créateur. C'est un peu, je sais pas, comme une sorte de balance, tu vois. On donne des choses et en même temps on a besoin aussi de s'en nourrir pour pouvoir ensuite les donner. Enfin, je vois vraiment ça comme une forme de flux. Donc voilà, là c'est dans mes actions prochaines, m'accorder ces temps pour moi, oser
aller m'inscrire à des ateliers, même si c'est des choses que je pourrais faire moi-même dans mon coin. Je réalise que je ne les fais pas parce que je ne prends pas ce temps. Voilà, donc c'est vraiment une des intentions pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Ok, et c'est vraiment très intéressant de voir qu'en fait finalement tu dissocies un peu la créativité pour toi et la créativité pour les projets de ton entreprise, de tes clients, parce que en tout cas ça a été le cas pour le travail qu'on a fait ensemble, mais je sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais en tout cas tu as vraiment fait appel à tes mains pour créer voilà les idées de que ce soit de logos, de cartes de visite. Donc vraiment tu m'as envoyé des photos des coulisses avec ton processus créatif et j'ai trouvé ça fascinant et du coup je pensais pas que en fait il pouvait, je l'avais pas encore vu comme ça, donc c'est intéressant pour moi de voir que en fait il peut y avoir une créativité, une émulation dans ce cadre-là, et en même temps un manque pour toi de façon personnelle, créer de tes mains et voilà, développer tout l'imaginaire qui a envie de se développer en toi. Ouais, en fait, tu vois, c'est dissocié sans l'être parce que les deux se nourrissent. C'est-à-dire que, en effet, pour ton projet, j'ai eu besoin de mettre la main à la pâte dans le sens de passer par le découpage, si je peux faire un petit teasing, et d'être, voilà, tu vois, dans la matière, de créer quelque chose d'assez ludique aussi. Là, c'était ma démarche là. Et ça, en fait, j'y suis venue parce que c'est une technique que j'expérimente moi dans ma sphère aussi plus personnelle. C'est en ça que les deux sont liés. Et mais quand je dis créer pour moi, en fait, c'est créer sans pas sans but, mais tu vois, sans avoir ce côté rentabilité. Enfin, ça, c'est un peu un biais de l'entrepreneuriat qui m'a déformée, de me dire, bah, ok, tout ce que je fais doit être rentable, doit me rapporter quelque chose. Et ça, j'ai pas envie de m'enfermer dans ce piège-là, parce qu'en fait, la créativité, de base, pour moi, c'est quelque chose, voilà, de léger, de gratuit, dans le sens, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien. Et c'est en ça aussi que je distingue l'art du design. C'est que l'art, je pense qu'il y a vraiment cette liberté d'expression, alors que le design, c'est vraiment un art appliqué, c'est-à-dire un art, mais qui a une vocation derrière et des usages. Donc aujourd'hui, bah, mes projets de co-création, c'est des projets quelque part de commande, ou même si je l'appelle pas comme ça, je réponds à certains cahiers des charges. Mais je pense qu'en complément, j'ai besoin de créer des choses qui ne servent à rien, si je peux résumer ça comme ça. Ou en tout cas, si ce n'est de kiffer sur le moment, et après on verra ce que ça devient. Mais pas mettre cette pression-là, en fait, sur ce qui est à la base une passion gratuite. Et ça me fait penser maintenant à une punchline, on va dire, que pareil, je m'étais noté que j'avais trouvé, je sais plus, sur ton site internet ou sur LinkedIn, où tu disais, alors tu parlais des réseaux sociaux, mais du coup de LinkedIn, je pense même, que ta meilleure stratégie, c'était de ne pas en avoir. Je trouvais ça génial et je me dis, mais tellement... Et en même temps, bien sûr, comme on le disait, tout est une question d'équilibre. Mais je trouve que c'est quand même vraiment important de de le souligner, et je trouve que ça rejoint ce que tu viens de dire sur le fait de parfois d'avoir vraiment besoin d'espace où on crée pour rien en fait, sans objectif aucun derrière. Ouais, bah, complètement. Et ouais, c'est marrant que tu utilises le terme de punchline parce que quelque chose que peu de personnes savent, c'est que moi j'ai vraiment été nourrie par le rap dans mon adolescence, et je pense que c'est aussi ça aujourd'hui qui nourrit mes écrits et ce goût des mots. Donc voilà, petit clin d'œil à mon parcours. Et en effet, la stratégie, quelque part, peut-être ne pas en avoir, c'est déjà une stratégie en soi, je ne sais pas. Mais ouais, c'est pour montrer en fait qu'on peut faire aussi différemment, sortir des sentiers battus et s'offrir cette liberté. Ouais. Bon, je vois que le temps file. J'aurais encore plein de questions à te poser, mais bon, je vais calmer le jeu. Et donc, pour revenir aux questions de fin, donc comme tu dois le savoir, la question vraiment rituelle de ce podcast, c'est toi, Charlotte, comment tu l'imagines ce nouveau monde, ou en tout cas, de quel monde tu rêves? Bah, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Voilà, moi je parle d'un monde créatif, libre, haut en couleurs,
dans le sens où j'imagine un monde où chacun et chacune ose être qui il est ou qui elle est vraiment, qu'on laisse tomber voilà nos masques, nos injonctions, peut-être les poids qui nous pèsent, pour oser se révéler tel qu'on est, au-delà du regard, du jugement des autres. Voilà, je pense qu'on y chemine chacun chacune à notre échelle au quotidien. Et en même temps, ouais, c'est ce à quoi j'aspire. Puis quand je parle de monde créatif, c'est pour moi la créativité, c'est pas forcément lié, voilà, à l'art ou la création, tu vois, artisanale, comme ce dont je parle depuis le début. C'est vraiment, je pense que tout le monde a ce pouvoir créateur et que tout le monde peut exprimer cette créativité dans plein de domaines de sa vie. Et l'entrepreneuriat, déjà en tant que tel, pour moi, c'est être créative, tu vois. Et je pense que voilà, c'est comme ça aussi qu'on innove, qu'on crée de nouvelles choses, des choses inédites, qu'on crée des ponts aussi inattendus. Voilà, et bien sûr après les couleurs, c'est pour moi, voilà, je dis souvent, les couleurs c'est la vie. Et je pense qu'un monde en couleurs, c'est ça, c'est un monde léger, joyeux, optimiste, profond aussi. Et c'est ce que j'ai envie de dessiner, enfin de co-construire, voilà, avec les personnes qui souhaitent embarquer dans l'aventure. Est-ce qu'il y a une musique ou une chanson qui te parle particulièrement ou qui résume tes messages de cœur justement, que tu voudrais nous partager? Oui. D'ailleurs, je l'ai chantonnée ce matin. C'est la chanson Fais-le de Jérémy Frérot. Je sais pas si tu connais. Non. Mais c'est vraiment voilà une chanson qui me donne la pêche, qui m'encourage dans ces moments où j'ai voilà besoin de me lancer. Il y a quelque chose voilà de très joyeux, de léger. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est sur cette chanson que j'écoutais en boucle qu'est née l'identité visuelle de Rêve Coquelicot, un soir d'été 2021. Et j'étais vraiment, tu vois, dans cette effervescence créative, cet état de flow. Donc voilà, je te laisserai écouter la chanson, mais c'est voilà un beau message d'encouragement qui nous dit qu'en fait, on est déjà assez tel qu'on est et que on peut y aller, on peut se lancer. Magnifique, je pense que je vais l'écouter tout de suite après. Et merci de tout cœur Charlotte, c'était vraiment un moment tout doux et extrêmement riche. Donc ouais, merci encore. Merci à toi pour ton invitation et de m'avoir offert cette opportunité de porter ma voix. Tu fais partie aussi de mon chemin du moment, donc merci beaucoup pour ça. Viens, c'est maintenant. Fais-le, courage. Fais-le, courage. Fais-le, courage. Fais-le. Parce que t'as tout dedans, parce que t'as 1000 projets, que le bonheur t'attend comme t'as pas idée. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.